Quand j'observe des militants, quels que soient les sujets, je suis toujours impressionné par leur gestion du stress et en particulier la gestion des critiques qu'ils peuvent recevoir. Il y a quelque chose qu'on appelle le burn-out militant et c'est précisément le sujet qu'on aborde avec Rokhaya Diallo, qui est mon invité aujourd'hui. Rokhaya, c'est une journaliste, une réalisatrice, en particulier d'un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle Bootyful sur la booty-thérapie, qui est disponible sur France Télé. C'est aussi une podcasteuse avec Kif Taras. C'est une autrice. Elle a écrit énormément de livres. Et avec Rokhaya, évidemment, on parle de racisme, d'antiracisme, mais on parle surtout de cette haine qu'elle doit gérer au quotidien parce que sur les sujets qu'elle aborde et parce que c'est une femme noire, elle a énormément de critiques, que ce soit en ligne, en particulier sur Twitter, mais aussi sur les plateaux télévisés ou à la radio, évidemment. Donc, c'est, je crois, la meilleure personne pour parler de ce burn-out militant, de la gestion du stress. Et puis, en même temps, on va parler de race, de pourquoi on parle encore de race, d'ailleurs, en 2022, des minorités, et en fait des personnes qui sont plutôt minorées. Bref, je vous laisse écouter cet épisode passionnant. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Rokhaya. Bonjour Grégory. Tu vas bien? Très bien, merci et toi? Bah écoute, ça va pas mal. J'ai vu que souvent on ne te demandait pas comment ça allait, alors du coup je te le demande, mais je demande à tout le monde en vrai. Mais non, mais c'est appréciable. C'est important parce que c'est pas forcément une période facile pour tout le monde, donc voilà. Exactement. En parlant de comment ça va, la première question que j'ai envie de te poser, et qui est importante parce que je crois que, à moins de le vivre, on peut pas vraiment le savoir, ça fait quoi d'être une femme noire militante en 2022 ? C'est une question très importante. En fait, je pense que dans ta question, ce qui est important, c'est de dire que ton expérience de la vie est nécessairement filtrée par ce que tu es. Effectivement, je suis une femme noire, mais je suis plein d'autres choses. C'est-à-dire que le fait que je sois une femme, le fait que je sois une noire joue sur la manière dont les gens me perçoivent, me traitent, mais aussi il y a mon âge, ma condition sociale, le fait que je sois française par rapport à une femme noire ailleurs, dans un autre pays. Donc moi, j'ai une situation administrative en France de citoyenne, ce qui n'est pas forcément le cas d'une femme noire, par exemple, qui ne serait pas française, ou une femme noire qui ne serait pas française et qui n'aurait pas de papier, une femme noire qui serait femme de ménage, ce qui n'est pas mon cas. Donc il y a plein de choses qui doivent jouer, je crois que c'est important de le dire. Mais je pense que dans ta question, ce qui est important de dire, c'est que oui, être une femme noire en France, engagée et journaliste, fait que souvent on est la seule. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup vécu tout au long de mes études et de ma vie professionnelle, c'est que j'ai souvent été la seule femme noire et même plus la seule femme non blanche dans mon environnement professionnel. Ça a un petit peu bougé ces dernières années, mais c'est beaucoup ça que j'ai vécu. Et même aussi souvent la seule femme. Il m'est beaucoup arrivé d'être dans des environnements, notamment de débat, où j'étais la seule femme à débattre. Et quelque chose que j'ai énormément vécu. Donc ça veut dire qu'il faut jouer des coudes pour être entendu. C'est ça que ça veut dire. Et parce qu'effectivement, en fait c'est marrant, on va parler de plein de trucs, mais il y a une notion dont les gens n'ont pas forcément conscience, c'est, et on va parler de la race après, mais c'est quoi une minorité ? Et une minorité, en fait, c'est marrant, on parle de minorité, mais en fait, ce sont des majorités. Donc, les femmes sont une majorité, et on parle d'une minorité. Les Noirs sont une majorité, mais on parle d'une minorité. Enfin, c'est pas une majorité, parce qu'il y a des Asiatiques qui sont plus nombreux, mais on parle de minorité. Tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'une minorité versus l'expérience sociale, en fait, finalement, c'est ça, versus la réalité physique? En fait, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour peut-être en parler différemment et le comprendre différemment. C'est sûr qu'à l'échelle du monde, en fait, le groupe, on va dire racial, qui est minoritaire, ce sont les Blancs, qui composent moins de 20% de l'humanité. Donc c'est très peu en réalité. Mais quand on parle de minorité, notamment pour les femmes, on prend vraiment le terme de minorité au sens latin du terme. C'est-à-dire qu'elles sont majoritaires sur le plan numérique, mais minoritaires dans l'exercice du pouvoir, dans l'espace politique français. Et moi, j'aime bien le terme de minoré, qui est le terme qu'emploie l'historien Pape Ndiaye, notamment dans son livre La condition noire qui date de 2008. Parce qu'en fait, quand tu parles de quelqu'un qui est minoré, tu parles d'un processus, d'une personne qui est minorée par une situation particulière. Donc si, par exemple, je suis noire au Sénégal, qui est mon pays d'origine, je suis pas minorée, je suis pas une minorité, puisque la plupart des gens sont noirs au Sénégal. En revanche, en France, je suis la même personne, mais du fait que je sois une femme, que je sois noire, que je sois aussi musulmane, ma
position est minorée socialement. Donc c'est plus une question de pouvoir politique, de rapport de force en termes de possibilité d'être discriminé, qu'on parle de personnes minorées. Et je trouve que minoré, c'est intéressant parce que vraiment ça dit... Parce qu'en fait, quand on parle de minorité, c'est comme si c'était statutaire. C'est ton statut ad vitam. Alors que quand on parle de minoré, on te dit que tu es minoré à un moment précis et dans un contexte social particulier. Ça pas un groupe de personnes en particulier. Exactement. Et du coup, alors, la question, et vous la traitez dans le livre, et c'est la première question que vous traitez dans le livre, donc on va la traiter, c'est en fait le terme de race. En fait, ce terme-là, il est évidemment débattu parce que il n'y a qu'une seule race d'humains, parce que la couleur ne fait pas race. Ça marche pas pour ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est vrai que de toute façon, tu jongles habituellement avec ces notions, mais pour 2 labradors, un noir, un blanc, ça reste un labrador. Et c'est un chien de la race labrador, et qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit marron, en fait, c'est un chien, c'est un labrador, pardon. Et pour les humains, c'est pareil, c'est-à-dire que pour aucune espèce animale, finalement, la couleur fait la race. C'est vrai pour tout. Pourquoi on parle encore de race aujourd'hui en France? Alors c'est une question évidemment très très importante. Donc dans ce livre qui s'appelle Kiffe ta race, que j'ai écrit avec Grassley, qui est tiré de notre podcast, on a justement joué sur ce mot race. Alors ce mot, il est à la fois tabou en France, mais il existe dans les textes juridiques. Dans la Constitution française, il est question dans le premier article il y a cette notion de sans distinction de race, notamment pour prévenir les discriminations. Alors il a été question de retirer ce mot-là en 2018. Ça a été validé par l'Assemblée nationale, mais toujours pas par le Sénat. Donc ce terme figure toujours dans notre Constitution française. Nous, quand on parle de race, et je pense que c'est aussi l'esprit de la Constitution, on parle pas de race biologique, puisque comme tu le dis, tous les êtres humains appartiennent à une seule et même race biologique. Alors après, il y a des groupes ethniques, mais ces groupes ethniques ne sont pas directement... on peut pas directement les lier à des couleurs de peau. Parmi les blancs, il y a plusieurs groupes ethniques. Les gens qu'on considère comme blancs, parmi les noirs, il y a plusieurs groupes ethniques, etc. Et donc la race, au sens où nous l'entendons, c'est une construction socio-historique. C'est-à-dire que les groupes raciaux n'ont pas été construits de manière biologique, mais par un rapport historique. C'est-à-dire que du fait des conquêtes coloniales, de l'esclavage, en fait, on a décidé de constituer des groupes humains, un groupe qui serait dominant, qui aurait l'autorisation du fait de son appartenance raciale, donc les blancs, qui a été créé à ce moment-là, d'opprimer d'autres groupes. Donc de les déporter massivement, de les exposer à un génocide, je pense aux populations autochtones des Amériques ou de l'Océanie, et après de les réduire à l'esclavage, de les coloniser, etc., etc. Et donc c'est au nom de cette idéologie en fait suprémaciste qu'on a créé des races. Et donc aujourd'hui évidemment on n'est plus dans cette situation politique, heureusement, mais évidemment on peut pas effacer 400 ans d'histoire. Donc ça a eu un impact puisque ça a complètement constitué les rapports de force géopolitiques entre les différents groupes humains. Et donc cette question de la race existe toujours dans la manière dont nous sommes appréhendés. Moi par exemple je suis née française et libre, mais de parents qui sont nés colonisés. Et donc, cette situation-là de mes parents n'est pas la mienne, mais elle a forcément un impact sur la manière dont je suis perçue, parce qu'on ne peut pas construire un imaginaire pendant des siècles disant que les Noirs sont comme ça, les Asiatiques sont comme ça, ou les Arabes sont comme ça, pour tout d'un coup l'effacer en quelques décennies. Donc ça a une implication qui est le racisme. Et donc, si on parle de race, c'est évidemment pour aller au-delà, pour l'horizon, en fait, c'est de finalement comprendre qu'on fait tous partie de la même humanité, mais en attendant, il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses pour les dépasser. Et donc, nommer les races, c'est juste donner, en fait, un support pour identifier le racisme. Et c'est comme ça qu'on en parle. Et donc, pour nous, les races, elles existent en tant que construction socio-historique. Et une autre question que vous abordez dans le livre et qui, moi, me fait toujours hérisser le poil, c'est quand j'entends des gens qui me disent... En fait, ça m'arrive assez régulièrement. Qui me disent, ah bon, mais t'es noir, ou en tout cas, t'as des racines noires. Je oui, évidemment. Et en fait, parce que, mais je crois, ils le pensent, c'est pas méchant, mais tu vois, ils te disent, donc, je vois pas les couleurs, mais donc, on va revenir sur cette phrase, mais souvent, je pense que ce qui se passe, dans un espace social donné, c'est que, à un moment donné, les gens savent ce que je fais, donc, du coup, ils voient effectivement, en fait, ma couleur de peau n'a plus vraiment d'importance. En fait, ils voient tout le reste, naturellement. Mais dans la rue, clairement, ce qu'on voit, c'est ma couleur de peau. Et donc, ils sont étonnés que moi, je puisse subir de temps en temps des actes racistes. Voilà. Et parce que pour eux, ça leur semble à fond. Mais j'avais jamais réalisé que t'étais même de couleur, finalement. Et j'aimerais bien que tu me parles de cette phrase. Je vois pas les couleurs. Alors, déjà, ton expérience, c'est que en fait, c'est ça. C'est justement ce que fait la race, c'est qu'elle te dépossède de ton identité individuelle. C'est que en fait, quand
les gens te connaissent en tant que personne, ils voient la complexité de ta personnalité, mais à partir du moment où tu es à l'extérieur, où que les gens n'ont pas du tout, n'ont aucune idée en fait de qui tu es, bah, ils t'associent à tout ce qu'on attribue à ton groupe racial, et donc ils te traitent selon tout ce que les préjugés en fait semblent les autoriser à te faire. Et donc c'est ça en fait qui se passe. Et du coup, c'est vrai que le côté je vois pas les couleurs. Comment dire, c'est nourri par une forme de bienveillance. Mais c'est problématique parce qu'en fait, si tu vois pas ma couleur, tu vois pas toutes les conséquences qu'elle a sur ma vie et donc tu peux pas être mon allié. Moi, quand tu me dis que je vois pas ma couleur, tu me le dis comme un compliment. Genre, en fait, je te vois comme quelqu'un, comme un individu à part entière. Mais si tu me vois comme un individu à part entière, tu vois en fait tout ce que ma couleur de peau, tout ce dont ma couleur de peau me prive. Et donc, tu peux pas me dire que tu vois pas ma couleur parce que du coup, ça veut dire que t'es pas capable de tenir compte de ça. Si par exemple, on doit partir en vacances parce qu'on fait partie d'un groupe d'amis, ben, peut-être qu'on va choisir l'endroit où on va en vacances en fonction de ma couleur de peau. Parce qu'il y a peut-être des endroits où c'est dangereux en fait d'être noir. Tu vois, donc si tu vois pas ma couleur et que tu bookes des vacances dans le fief du Ku Klux Klan, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien, c'est pas super cool en fait. Tu vois, ça veut dire que là en fait, on a un problème. Tu vois, c'est que t'es pas capable de voir ce qui me pose problème. Et c'est comme si je disais, bah je sais pas, moi j'ai un pote qui est en fauteuil roulant en fait. Enfin, c'est comme, non, mais je vais faire une analogie. J'ai un pote qui est en fauteuil roulant. Je lui dis, mais je vois pas que t'es handicapé. Je vois pas que t'es en fauteuil roulant. Et donc du coup, je lui propose en fait des activités qui ne correspondent pas à sa situation. Bah en fait, c'est pas un compliment. C'est juste qu'en fait, tu tiens pas compte de sa personne parce que voilà, c'est de pas voir que je suis une femme. C'est ne pas voir que il y a des situations qui sont peut-être dangereuses pour moi, qui peuvent être inconfortables, etc., etc. Donc voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que oui, je fais en sorte que ta couleur de peau ne m'empêche pas de voir ton humanité, mais je vois ta couleur de peau parce qu'elle a une implication sociale dans le contexte français aujourd'hui. Alors, en fait, quand je t'ai contacté, je t'ai dit, moi, je suis hyper admiratif de voir comment tu gères, et que tu continues en fait à être présente médiatiquement alors que tu prends, je vais le dire vulgairement, mais vraiment des sauts de merde de manière très régulière sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et en fait, la question que je me posais, c'est vraiment comment tu fais pour... parce que, voilà, je l'ai expérimenté un petit peu aussi, mais comment tu fais pour gérer autant de haine, parce que quelque part, on se dit, bah, tu vois, quand t'es à l'extérieur, tu dis, mais elle va le chercher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si elle en a marre, il faut qu'elle arrête d'aller à la télé, ou d'aller à la radio, ou je ne sais où. Ou d'être présente sur Twitter, ou j'en sais rien. Comment tu fais pour gérer ça ? Bah, du coup, je pense que je peux connecter cette question-là à ta première question de c'est quoi d'être une femme noire. Je pense que être une femme noire dans l'espace public français et avoir un discours antiraciste et antisexiste, c'est quelque chose de particulier parce que y a une étude d'Amnesty International qui a été publiée il y a quelques années qui disait que les femmes étaient surexposées aux insultes sur les réseaux sociaux et que parmi ces femmes, les femmes noires étaient exposées à 84% d'insultes en plus par rapport aux autres femmes et que en gros, elles étaient mentionnées, je crois, toutes les 10 secondes, il me semble, dans un tweet violent, haineux, menaçant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à une autre personne qui aurait une présence équivalente à la mienne, le simple fait que je sois une femme noire, ça décuple en fait le potentiel de haine qu'il peut y avoir à mon égard. Et c'est vrai que c'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire et c'est d'autant plus spectaculaire qu'on est très peu nombreuses en réalité dans l'espace public à prendre position. Mais il y a des femmes noires évidemment qui sont dans l'espace public, mais des femmes noires qui prennent régulièrement position en tant que journalistes sur le féminisme et sur l'antiracisme, où les femmes non blanches de manière générale ne sont pas très nombreuses. Et à le faire de manière... moi, c'est une activité hebdomadaire. Après, l'autre chose, moi, comment je fais ? Déjà, c'est mon métier. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent « Ah oui, elle est invitée dans des émissions, etc. » En fait, je suis pas invitée dans les émissions, je travaille dans ces émissions. C'est-à-dire que je suis chroniqueuse, salariée, j'ai un contrat, je cotise pour ma retraite, de moins en moins, puisque voilà, on connaît. mais voilà, c'est une situation de contrat, en fait, de contrat. Donc, tu vois, donc moi, quand j'y vais avec l'idée de remplir, une obligation contractuelle. En tout cas, quelque chose qui est de l'ordre d'un contrat que j'ai accepté, en fait, au départ. Ça fait très longtemps, effectivement, que je suis dans cet espace-là, que je reçois énormément d'insultes. Il y a plein de choses qui font que j'accepte, en fait, cette situation. C'est que, d'une part, j'ai une limite par rapport à ce que je peux recevoir. Il y a des situations dans lesquelles je porte plainte. J'ai été une des premières à porter plainte, notamment pour des insultes, un appel au viol que j'avais reçu en 2014. Donc ça fait... la personne a été condamnée en 2014. J'ai reçu l'appel au viol en 2013, donc ça fait 9 ans. Il
y a une condamnation, amende, indemnisation. J'ai fait condamner d'autres personnes pour menaces de mort, etc. Donc j'ai quand même cette limite-là. Et puis après, j'essaie vraiment de choisir mes interventions publiques, c'est-à-dire que j'ai décidé d'intervenir dans des cadres où je suis chroniqueuse, où c'est contractualisé, et puis après, je n'accepte pas tout. C'est-à-dire que, honnêtement, si je répondais à toutes les sollicitations que je reçois de commenter l'actualité en permanence, je passerais beaucoup, beaucoup plus de temps dans les médias. Donc, je choisis mes interventions, et après, honnêtement, je sais que à partir du moment où t'as une existence publique, t'as un personnage. Tu vois ce que je veux dire? Et que les gens qui te voient un aspect de toi, et ne te voient plus comme un être humain, mais comme un personnage. Et donc, ils s'en prennent au personnage. Et moi, ce qui fait que je m'en sors d'une certaine manière, en tout cas psychologiquement, c'est que je me dis, mais en fait, on s'en prend à mon personnage et pas à ma personne. Ces gens-là ne me connaissent pas. Il y a des gens qui me connaissent et dont l'appréciation sur moi a de la valeur, en fait, a de l'importance. Mais ces gens-là, je les connais pas, ils me connaissent pas, donc ils projettent des choses sur moi, et c'est cette projection-là en fait qui fait que, en fait, ça fait ressortir aussi d'eux des choses très très laides. C'est aussi ça qui fait que je voilà. Mais je pense voilà. Et après, je passe pas ma vie non plus ni sur les réseaux ni sur les plateaux de télévision, donc je pense que c'est important d'avoir un équilibre personnel quand même assez solide. Tu vois, mon entourage, ma vie quotidienne, etc. C'est un refuge, et c'est un refuge qui me permet vraiment de fermer la parenthèse, de fermer certaine manière, voilà, le sas en fait qu'il y a entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà. Mais après, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que chacun a sa limite et qu'il faut pas absolument rester dans l'espace public si c'est insupportable. Donc s'il faut faire des pauses, on en fait. Ça m'arrive. S'il faut dire non parce qu'on n'a pas envie de participer à tel débat, etc. Il faut savoir dire non. Il faut s'écouter. On n'a pas le même seuil de tolérance. On n'a pas toujours la même le même degré de vulnérabilité. Il y a des moments où je serais plus sensible qu'à d'autres. Donc à ces moments-là, il faut savoir aussi tout simplement renoncer, se protéger, se mettre en retrait, partir, etc., etc. Il faut pas faire la guerrière ou le guerrier à tout prix parce qu'on estime qu'on a une mission. C'est important de se préserver, je pense. Il y a plusieurs éléments qui me font réagir. Le premier, c'est de me dire, t'es une femme hyper articulée et pourtant, on a tendance à binariser ton discours, donc à te dire raciste anti-blanc, pardon. En général, enfin, tu vois, c'est ce qu'on peut dire assez de manière assez régulière. En fait, elle est raciste anti-blanc. Enfin, il y a ça aussi, c'est-à-dire que, en fait, je vais te poser deux questions, mais qui sont associées. La première, c'est que là où le débat est le plus intéressant, c'est aller dans des cercles où les gens sont pas tous déjà convaincus et ils sont pas tous des acteurs, parce que du coup, sinon, c'est moins intéressant, entre guillemets, c'est-à-dire que forcément, tu vas convaincre personne parce qu'ils sont déjà tous convaincus. Donc, tu leur donnes des arguments éventuellement pour débattre avec des amis ou des collègues ou de la famille, mais c'est pas voilà. Et de l'autre, quand tu vas dans des espaces où c'est pas gagné, c'est pas gagné. du coup, par définition, c'est pas gagné. Mais du coup, c'est là où aussi on binarise ton discours, tu vois. Et comment pas comment tu gères ça, mais comment tu fais en sorte d'arriver à rester articulé quand en face de toi, une personne essaie de binariser ton discours? Merci déjà. Merci beaucoup pour ce compliment. Je t'avoue que c'est une de mes plus grandes sources de frustration. Et ça varie. Il y a des moments où je passe au-dessus et puis des moments où vraiment, tu sais, t'as le sentiment en fait d'accomplir un travail quand même assez conséquent. Tu vois, là, je crois que c'est mon 11e livre, tu vois, en 10 ans. 11 ans du coup. Enfin, tu vois, je viens de faire mon 7e documentaire, donc tu travailles quand même beaucoup. Tu proposes une masse quand même d'informations qui sont consultables, etc. Et les gens, en fait, ne discutent pas sur ce que tu as vraiment dit, ce que tu as vraiment produit, mais sur ce qu'ils ont l'impression d'avoir entendu à travers tes propos et en fait le disqualifient avec des anathèmes. Et ça, c'est vrai que je trouve ça quand même très, très injuste. Tu vois, donc, tu vois, moi-même, je me débat un petit peu avec ça, avec le sentiment d'injustice par rapport au travail. Et puis parfois, je me dis, tant pis, il y a des gens qui m'écoutent et qui ont le temps, en fait, de vraiment discuter du fond. Après, c'est vrai que je suis souvent dans des espaces où, en tout cas dans les espaces médiatiques un petit peu mainstream, il ne m'arrive que très rarement d'être dans un environnement où personne ne conteste le bien fondé de ce que je dis. Alors que c'est vrai qu'il y a plein d'intellectuels qui viennent parler à la télévision, on les écoute, on leur dit pas, mais en 2011, vous avez fait ça, vous avez dit ça, ou... Enfin, et c'est vrai que ça, c'est un peu pénible et en même temps,
dans la sphère internationale, j'ai beaucoup plus d'aisance en fait à faire circuler et à discuter en fait de mon travail, que ce soit on parle beaucoup des États-Unis, mais pas seulement, dans des conférences ailleurs et tout. Donc du coup c'est vrai que ça fait un équilibre, mais vraiment le fait d'être caricaturé dans sa pensée, c'est insupportable. C'est vraiment c'est vraiment vexant en fait. C'est vraiment vexant parce que tu te dis mais finalement j'ai beau essayer d'introduire dans l'espace public des notions que les gens auxquelles les gens n'ont pas forcément accès, et en fait au lieu de se dire bon bah tiens c'est l'opportunité de discuter d'une chose dont on discute peu, bah tout d'un coup ils vont jeter des anathèmes en disant raciste anti-blanc sans que ce soit même articulé ou argumenté. Bah oui, je parle des blancs en France, les gens le font très peu, et effectivement parler des blancs, bah pour des blancs qui n'ont pas l'habitude qu'on parle d'eux en tant que blancs, c'est choquant, mais c'est juste la vie en fait. C'est que si nous on existe en tant que personne minorée, c'est parce que d'autres existent en tant que personne majorée, et c'est ça en fait. Et c'est que du coup on peut pas parler du racisme sans parler de l'entité dominante, parce qu'en fait on parle toujours des minorités visibles, on parle toujours des non-blancs, etc., des noirs, des arabes, des asiatiques, des roms, des juifs, des musulmans, etc., mais on parle jamais en fait de toute la population qui est invisibilisée par sa posture dominante, qui est une posture qui est considérée comme neutre. En fait, il n'y a pas de neutralité dans la blanchité. La blanchité, c'est une position de pouvoir qui a été construite par l'histoire et qu'il faut déconstruire. Au même titre qu'il faut déconstruire toutes les positions minoritaires dans ce qu'elles apportent de négatif aux personnes qui sont minorées. Donc c'est plus ça. Mais ma frustration n'est pas totale parce que j'ai vraiment beaucoup d'occasions en fait de développer ma pensée dans d'autres espaces. Mais c'est vrai que quand tu vois à côté de ça que des gens, d'autres gens sont reçus avec beaucoup plus d'égards et dans des situations où en fait elles sont beaucoup moins challengées. Donc je me dis que bon, d'un côté c'est cool parce que ça m'oblige à affûter ma pensée et vraiment à avoir du répondant. Mais d'un autre côté tu te dis j'aimerais bien juste pouvoir en parler dans un espace tranquille et sans que tout le monde se dise, que tout le monde me bondisse dès que je dis un mot qui est inhabituel dans un espace médiatique mainstream. D'ailleurs, il y a, tu t'en as parlé, rien que d'utiliser, moi je pense que si je réfléchis à ma propre posture, rien que d'utiliser le terme blanc, moi ça me posait un problème en fait. Tu vois, j'avais l'impression que c'était mal. Exactement, c'était insultant presque. C'était, du coup de parler des blancs, tu vois, c'était un truc, wow. Tu peux nous parler du privilège blanc, parce qu'en fait c'est quelque chose, pas souvent c'est une expression, mais quand on parle du privilège blanc, les gens vont te dire oui mais regarde, les gilets jaunes, il n'y a pas de privilège, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en parler 2 minutes ? Alors, c'est très intéressant, justement, cet exemple des gilets jaunes, parce qu'en fait, quand on parle de privilège blanc, ça ne veut pas dire que le fait d'être blanc te procure des privilèges sur tous les plans. C'est un privilège racial qui ne porte que sur l'aspect racial de l'identité blanche. C'est-à-dire que ça ne te transforme pas sur le plan économique, sur le plan du genre, ou sur le plan de l'âge, ou du handicap, etc., etc. Ce que ça dit, c'est que par rapport à une personne qui a une condition sociale, d'âge, économique équivalente, il vaudra toujours mieux être blanc que non blanc. Évidemment, si on parle des gilets jaunes, parmi les gilets jaunes, il n'y avait pas que des blancs. Donc ça veut dire qu'il y a parmi les gilets jaunes, de toutes les façons, la question des gilets jaunes, c'est une question éminemment économique. Donc des gens qui souffrent en fait du fait de travailler et de ne pas pouvoir, avec leur travail, assurer un train de vie décent. Mais parmi les gilets jaunes, il y a des gens qui sont pas blancs en fait. Donc qui, en plus de vivre une discrimination économique, peuvent vivre une forme de racisme. Donc c'est quelque chose qui s'ajoute. Comme parmi les gilets jaunes, il y a des femmes. Et ces femmes, peut-être qu'elles ont vécu des violences sexuelles, peut-être qu'elles sont discriminées sur le marché du travail en tant que femme, et il y a un privilège masculin. Et ce privilège masculin, il a été nommé bien avant moi par une certaine Gisèle Halimi. Je crois que c'était en 1972 dans une vidéo qu'on peut retrouver. Elle parlait du privilège lié au fait d'être un homme, parce que c'est un privilège. Et le privilège, il se décline sur plein de choses. C'est-à-dire que, parce qu'après, on va m'opposer, oui, mais il y a des noirs qui ont de l'argent, etc., etc. Mais la preuve que le fait d'avoir de l'argent n'éteint pas le racisme, on a la preuve, ce sont les footballeurs. Les footballeurs, ce sont des gens qui sont millionnaires. Ils sont, je veux dire, c'est des fortunes vraiment conséquentes. Est-ce que ça les a empêchés d'être victimes de racisme ? Ils sont exposés à du racisme, mais un racisme vraiment, vraiment crasse, qui vient de personnes qui ont beaucoup moins d'argent qu'eux, qui sont blancs, mais qui, du simple fait de leur blancheur, se sentent autorisés à les comparer à des singes, à leur jeter des pots de banane, parce qu'ils ont ce privilège, en fait,
mental, ce confort mental qui se disent que même si ces gens-là sont plus riches que moi, et je pense pas que les gens riches soient supérieurs aux autres, hein, mais que même si ces gens-là ont une fortune dont je ne pourrais jamais rêver, je leur suis supérieur et je peux les traiter de singes parce que je suis blanc. Et le privilège blanc, c'est aussi le fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, de pas avoir à penser à sa couleur de peau, de pas avoir à se penser en tant que blanc. Et justement, de pouvoir être choqué quand on vous dit que vous êtes blanc. Et ça, c'est un privilège parce que, en fait, moi, ce luxe-là de ne pas me penser en tant que noir, je ne l'ai pas. Moi, je me vis pas comme noire. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis une personne, je suis Rokhaya, tu vois. Je suis Rokhaya, une femme, avec une parisienne, etc., avec plein de questions. Mais il y a toujours quelque chose dans ma vie qui va me rappeler que je suis noire. Et c'est la société qui me renvoie, en fait, à cette condition-là. Et cette condition-là est devenue la mienne. Mais quand t'es blanc, il n'y a pas un truc qui, tous les quarts d'heure, enfin, bon, j'exagère, mais plein de choses qui vont te rappeler que tu es blanc. Tu sais, tu vas facilement chez le coiffeur, tu prends pas la tête. Quand tu dois t'acheter du shampoing, bah, ton shampoing, il est partout dans tous les supermarchés, c'est pas compliqué. Quand t'as mes cheveux, c'est pas pareil. Quand tu vas sur un plateau de télévision, que t'as ma couleur, tu sais pas si vraiment le fond de teint à ta couleur sera vraiment là. Et je te dis ça, et encore, tu vois, ça, c'est un problème de riche, hein. C'est vraiment la Renault de la télé qui se plaint, tu vois. Mais il y a des questions qui peuvent être autrement plus tragiques, de pas avoir de boulot, être discriminé, etc., etc. Donc, quand tu vois, et c'est ça le privilège, c'est pas de dire que tu es privilégié de manière absolue quand tu es blanc, mais que quand tu n'es pas blanc, en fait, même si tu es ministre de la Justice, un enfant peut t'insulter. Un enfant blanc peut t'insulter. C'est ce qui est arrivé à notre ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. Et c'est arrivé aussi à Rachida Dati, qui en a quand même pris plein la tête quand elle était ministre de la Justice, parce que c'est une femme, et parce que c'est une femme d'origine nord-africaine. Et ce que tu me disais tout à l'heure, et je trouve ça assez juste, c'est que quand tu es racisé, donc en tout cas de couleur, tu te poses nécessairement la question de savoir si c'est une discrimination qui est liée à ta couleur ou pas. Tandis que quand t'es blanc, tu te la poses même pas. En fait, c'est cet confort d'esprit, quoi. C'est-à-dire que oui. C'est ce que disait Éric Fassin quand on l'a invité dans notre podcast Kiffe ta race. Bah, voilà, l'exemple, c'est que t'as une brouille de voisinage. Ben, des fois, tu te dis, mais attends, est-ce que la personne est en train de m'embrouiller et de me parler très mal parce que je suis noire? Ou est-ce que c'est juste que c'est un pauvre con, quoi? Et ben, si t'es blanc, tu sais que c'est pas parce que t'es blanc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, tu sais que la personne n'a pas un sentiment de supériorité sur toi, du fait de sa couleur de peau, et donc elle se permettrait pas de te parler comme elle imagine qu'elle va parler à quelqu'un qui est déclassé, en fait. Et il y a ce truc-là aussi, c'est que ta couleur de peau te déclasse. Tu vois, c'est-à-dire que on va préjuger, de simple fait de ta couleur de peau, on va invisibiliser, en fait, et je dis pas encore, je fais pas la promotion des classes sociales, hein, je suis pas pour les inégalités de classe, mais c'est que pour toi, en fait, tous ces trucs qui structurent la société n'existent plus. C'est que tu n'es qu'une personne noire. Ça écrase tout ce que tu peux être par ailleurs, et qui va être un indicateur sur d'autres personnes de ton appartenance territoriale, de classe, etc., etc. Du coup, quand on parle de tous ces sujets, et en particulier de la pression qui peut s'exercer sur toi dans les médias, arrive naturellement cette idée de burn-out militant, qui est pas forcément liée d'ailleurs au sujet que tu traites, parce que je pense que tu peux aussi l'avoir dans l'écologie, dans le social, enfin, quel que soit ton sujet finalement, le féminisme, tu peux avoir une sorte de burn-out militant. D'ailleurs, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le burn-out militant, parce que je suis pas certain que tout le monde sache ce que c'est, et après nous dire aussi, ce que tu disais peut-être tout à l'heure, comment tu l'évites, quoi, quelque part. C'est une forme dépressive, en fait, qui est liée à une activité militante trop intense, à une surexposition, qui est pas nécessairement médiatique, mais vraiment une grande implication dans le militantisme, en fait, qui consume littéralement la santé mentale des personnes. Et effectivement, ça peut arriver dans tous les domaines du militantisme. Je pense que c'est particulier quand tu milites par rapport à un sujet qui est lié à un aspect de ton identité. Quand tu milites, par exemple, sur les violences sexuelles et que tu as été victime de viol, quand tu vois, c'est pas la même chose quand tu milites sur les questions relatives, je sais pas, au racisme, alors que toi-même tu subis, c'est-à-dire que tu utilises d'une certaine manière ton vécu et que tu l'insuffles dans un combat militant. Forcément, tu touches à quelque chose qui est déjà une zone de fragilité pour toi, et donc nécessairement, ça peut conduire plus facilement à une forme de burn-out. Mais il y a plein de choses qui peuvent construire du burn-out. C'est aussi le sentiment de devoir être toujours là, toujours au combat, d'être toujours à toutes les manifs, devoir réagir à la moindre actualité. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très présent
où on te demande d'avoir un mot sur toutes les actualités. Qu'est-ce que t'en penses? Mais t'as pas dit ça. Pourquoi tu n'as pas réagi? Je ne t'ai pas vu. Moi, je sais que je me suis séparée de gens qui m'ont posé la question. En fait, je me souviens, j'ai un exemple, l'année dernière, pendant le confinement, il y avait eu une polémique, une énième polémique, et une personne que je connais même pas très bien, qui m'a dit, ah, salut et tout, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit sur telle chaîne et tout? Je dis, ah, bah, je trouve ça scandaleux et tout. Elle fait, ah, mais c'est marrant parce que je t'ai pas vu réagir et tout. Et c'était pendant le premier confinement. J'ai dit, mais en fait, tu m'as demandé comment j'allais? Enfin, je sais pas, on est en plein confinement mondial. Je sais pas, tu sais pas comment je vais, tu sais pas où je suis confinée, tu ne sais pas comment les gens de mon entourage vont. Tu me demandes pourquoi j'ai pas, tu me demandes, enfin, tu me reproches de ne pas réagir. Bah, en fait, pour moi, tu n'es pas une personne qui se préoccupe de mon bien-être. Et en fait, moi, j'ai coupé les ponts avec cette personne parce que je me dis que c'est important de s'entourer de gens qui vont pas se préoccuper en priorité de ta posture, mais qui vont d'abord savoir comment tu vas. Et enfin, moi, je trouve ça vraiment super violent, en fait, qu'on exige de tout le monde d'avoir une position officielle. Bah, peut-être que je suis pas là parce que, je sais pas, peut-être que je suis malade, peut-être que j'ai juste envie de dormir. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles. Et donc, c'est vrai que le burn-out peut venir de cette urgence à proposer une image sociale de soi qui est l'image de la personne qui a dit la bonne chose à tel moment. On peut ne pas savoir quoi dire aussi. On peut dire n'importe quoi parce qu'on fait des erreurs, tous et toutes, et ça c'est important aussi de l'accepter. Et je pense que dans cette manière de pouvoir s'exprimer de manière très très immédiate à travers les réseaux sociaux, il y a vraiment une substance qui peut donner lieu à vraiment un burn-out, véritablement un burn-out, et je crois que c'est vraiment important de se protéger. Il y a deux notions auxquelles tu fais référence qui m'intéressent là. La première, c'est la double pression. Parce qu'en fait, on imagine le burn-out venant de tout ce dont on a parlé au début, c'est-à-dire les gens qui t'insultent, les gens qui binarisent ta pensée, les gens qui te déconsidèrent, etc., etc. Mais en fait, ce que tu décris là, c'est qu'en fait, il y a une pression, il y a une double pression, c'est-à-dire que comme un piston finalement, où en fait, tu as la pression aussi des militants qui te disent « Oui, mais t'as pas assez parlé de ci, t'as pas assez parlé de ça », ou, et j'ai vu ça aussi, des combats entre minorités, de dire « Oui, mais les Noirs, on les voit déjà beaucoup, finalement, nous les Arabes », ou l'inverse, ou les Asiatiques, finalement, nous, on nous voit moins, on parle moins de notre cause, etc., etc. C'est ces deux mouvements-là, en fait, et c'est ça qui est difficile. Bah, c'est compliqué, ce sont même des mouvements transversaux parce qu'effectivement, t'as évidemment les fachos, t'as les menaces de mort, enfin vraiment des choses atroces que tu peux recevoir de manière régulière. Et puis à côté de ça, t'as des gens qui vont considérer que t'en fais jamais assez. T'es pas assez radical. De toute façon, si c'est dans les médias, c'est que t'es une vendue. T'as forcément composé avec quelque chose. T'es dans le système. Tu postes une photo de toi où t'as un vêtement de créateur. Ah bah c'est quoi ça? Enfin, tu vois, riche. Tout d'un coup, ouais, t'es riche, t'as pas le droit. Et puis surtout, t'es fake en fait. T'es fake, t'es dans l'apparence. Et puis t'es antiraciste, mais t'es aussi féministe. Donc il y a des personnes masculines du groupe, tu vois, du groupe non blanc qui vont être vénères. Mais c'est quoi les femmes, machin, etc. Donc tu plais pas forcément tout le monde. Et c'est pas mon but. Moi, mon but, moi, je parle en premier lieu pour moi. Je ne suis la porte-parole de personne. Et si des gens se reconnaissent dans ce que je dis, c'est très bien. Et j'en suis très heureuse. Mais j'ai absolument aucun mandat en fait. Moi, je suis pas du tout là pour. Je fais partie d'aucun parti politique. J'ai jamais voulu être élue ni rien. Et c'est justement pour avoir cette liberté-là. Mais c'est vrai que du coup, tu vas avoir tout d'un coup, oui, des gens qui vont toujours être critiques en fait du moindre faux pas ou avoir des attentes peut-être un peu démesurées à ton égard, qui fait que tu peux en fait être tenté de donner des gages. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. Je pense qu'il faut vraiment, parce qu'à partir du moment où tu donnes des gages, tu t'éloignes de ce que tu fais en fonction de tes propres valeurs. Et c'est dangereux. Et après, malgré tout, il y a quand même énormément de gens qui te donnent énormément de force. Ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on va beaucoup se plaindre des choses négatives et tout, mais très honnêtement, j'ai des communautés sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, des gens, je te jure, ils font toutes les fois où je me suis dit j'en ai marre, j'arrête. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais débattre avec un tel alors que franchement, je m'expose à des trucs qui n'auraient même pas dû exister dans ma vie. Il y a des gens dans la rue qui te donnent la pêche, mais avec une force, une gentillesse, qui tout d'un coup te recentrent, te disent en fait, oui, en fait, je débat pas seulement avec les gens autour de la table, mais surtout avec les gens qui me regardent. Enfin, je débat pas avec eux, en tout cas, je leur parle. Je leur parle et ces gens-là se reconnaissent dans ce que je dis et c'est pour ça en fait que je fais ça. Donc il y a aussi cette zone de gens qui sont peut-être que tu vois moins parce que ce qui te marque plus c'est le négatif, ça te choque en fait, ça te choque davantage. Et puis après dans le militantisme, il y a de l'humain.
il y a de l'ego. Donc nécessairement, dans des... Comment dire, quand tu appartiens à un groupe qui est minoré, qui possède très peu, en fait, et que toi, finalement, tu es dans une situation qui est considérée comme une situation de réussite sociale, il y a beaucoup de gens à qui ça fait plaisir, qui vraiment te soutiennent, qui sont hyper heureux, hyper fiers, et puis d'autres qui peuvent peut-être avoir le sentiment d'être dépossédés de quelque chose, ou voir le sentiment que tu as tiré profit d'une situation négative, alors que je suis une journaliste et je travaille en tant que journaliste. Il se trouve que j'ai choisi de travailler beaucoup sur ces questions-là, de féminisme, d'antiracisme, mais c'est mon choix, en fait. Et mes revenus, je les tire de mon travail et pas simplement d'une posture. Mais donc c'est compliqué, mais à la fois je reçois vraiment des messages positifs qui font quand même que je me dis ça fait vraiment du bien aussi. Et l'autre point que t'as abordé, mais moi qui m'intéresse beaucoup, parce que tu l'as mentionné, t'as écrit beaucoup de bouquins, t'as fait des documentaires, et pourtant il y a un culte, voire un énorme culte du temps, de la réaction à chaud. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que cette réaction à chaud, parce qu'en fait, moi je la trouve, pas destructrice, je peux pas dire ça, mais en tout cas, pas nécessairement très pertinente, on va dire. Et pourtant, c'est ce qui domine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, les gens ne lisent pas tes livres, ou en tout cas, ils vont avoir un avis sur un truc. Mais en fait, moi, j'ai eu cette discussion aujourd'hui même avec une personne qui me dit oui, alors ça n'a aucun rapport, mais qui me dit oui, c'est son bouquin, c'est ça, hein. Je fais ouais, mais elle dit ça. Mais j'ai pas lu le livre, mais c'est fou, si tu l'as pas lu, alors juste ne dis rien, parce qu'en fait, tu es en train de dire l'inverse de ce qu'elle raconte, donc en l'occurrence, ça marche pas. Et ça, c'est lié aux réactions à chaud, ou tu sais, aux micro-vidéos que tu peux retrouver sur le web, sur Instagram, sur Twitter, etc., etc. Donc, qui sont des extraits, finalement, d'un propos. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces réactions à chaud et justement de la domination dans les médias, parce que tu es journaliste, de ces réactions à chaud? Est-ce que c'est pas justement en train de décrédibiliser les médias dans une certaine mesure? Je trouve que c'est dangereux, en fait. De s'exprimer à chaud, c'est dangereux parce que tu peux manquer de recul, du recul qui te permet d'analyser correctement une situation. Il y a des analyses que tu peux faire à chaud quand tu as une très grande expertise. Par exemple, si tu fais du commentaire d'actualité politique, il y a un événement politique qui va se dérouler, tu vas pouvoir le contextualiser parce qu'en fait, tu as une expertise sur plusieurs années, plusieurs décennies, tu connais bien l'histoire politique du pays et donc tu vois très bien ce qui est en train de se jouer et à quoi ça fait écho et tu peux réagir très vite. Mais je trouve que c'est dangereux pour soi, parce que du coup, c'est ton crédit que tu entames. Et puis en fait, évidemment, il y a les médias d'actualité qui encouragent le commentaire à chaud. Mais il y en a, par exemple, qui font un travail de pédagogie et, par exemple, qui est important. Je pense à LCI, il se trouve que je travaille pour LCI, mais c'est pas le seul média pour lequel je travaille. Mais par exemple, dans l'émission dans laquelle je suis, ce qui se passe à chaque fois, avant chaque débat, c'est qu'on a un ou une journaliste qui vient vraiment faire un exposé très complet en fait sur la situation sur laquelle nous allons débattre. Et du coup, ça permet quand même aux spectateurs aux spectatrices d'avoir une perspective en fait assez construite, et même pour nous, ça nous permet de débattre sur des bases en fait qui sont des bases communes. Et qui sont pas juste le fruit en fait de notre imagination. Et puis après, il faut savoir dire je ne sais pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi je ne sais pas tout. On a quand même passé là, ça fait 2 ans qu'on vit une pandémie dont les tenants et les aboutissants sont à peine maîtrisés par les gens dont c'est la spécialité, qui ont fait des années d'études. Je ne vais pas, en tant que journaliste, m'aventurer en assénant des vérités avec aplomb. Donc moi, je peux donner mon opinion, et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la lecture politique en fait de ce phénomène et des décisions qui sont prises. Mais encore une fois, je pense qu'il faut toujours avoir l'humilité de rappeler qui on est et pour quelles raisons en fait on réserve son avis. Ça, c'est important. Et après, je crois qu'aussi les réseaux sociaux, le fait qu'une opinion virale puisse être populaire, encourage aussi les raccourcis. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai vu des gens... des intellos se perdre sur Twitter notamment, mais des espèces de naufrages où tu te dis mais incroyable, mais à dire des choses où tu te dis mais ça fait mal de voir des gens, enfin ça fait mal pour eux, complètement vrillés parce que ils sont tellement dans l'envie de dire quelque chose sur quelque chose qui vient de se passer, et puis la course à la popularité, etc., que ça en devient vraiment pathétique, quoi. Et moi, il m'est arrivé de répondre, alors pas en commentant à l'actualité, mais de répondre trop vite. Répondre trop vite, donc tu dis une chose très vite et tu vois en fait que dans ton propos dans ta tête est très clair, mais qu'il y a 2 mots qui sont ambigus. Le truc te poursuit pendant des années. Donc ouais, c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux. Il faut vraiment réfléchir.
C'est quoi la place du rire, du coup, dans tout ça ? Bah, nous, il est là. Enfin, l'humour, ouais. Si t'as l'occasion d'écouter Kiffe ta race, pour le coup, c'est vraiment un podcast qu'on fait sous le ton de la conversation. Grace, Lee et moi, nous sommes amis. Donc voilà, on est parti de nos vécus. Grace est d'origine sino-cambodgienne, donc c'est une Française asiatique qui est perçue comme une femme asiatique en France. Et donc, à partir de ces vécus-là, toutes les deux, on analyse aussi avec la théorie les questions raciales. Et on a souvent des invités qui sont super, qui nous permettent aussi d'avoir une certaine complicité. Donc oui, le rire est là. Et puis moi, ma première activité en fait militante, en tout cas la première activité militante dont j'ai été à l'origine, c'est une association qui s'appelait Les Indivisibles, que j'ai créée en 2007 avec d'autres personnes. Et le propos des Indivisibles, c'était d'utiliser l'humour pour déconstruire le racisme. Et on avait créé une cérémonie qui s'appelait les Yabon Awards, où on décernait des trophées aux propos les plus racistes de l'année. Donc autant dire que c'était très drôle. Difficile de choisir. C'était très difficile. En fait, on avait une masse. À la fin, on prenait que les meilleurs, tu vois. Mais pour que la cérémonie ne dure pas 4h30. Mais en fait, c'était une manière de retourner en fait la situation. C'est-à-dire que pour des gens qui avaient des propos humiliants, offensants, insultants, en fait, on se mettait dans une position où on se moquait d'eux. Et dans la cérémonie, en fait, on voyait le ridicule du propos raciste parce qu'on s'était animé par des humoristes. Il y a notre camarade Raphaël Yem, le journaliste qui travaille aujourd'hui sur France Télévisions et Culture Box, qui l'a animé pendant des années. Et du coup, c'était une manière, en fait, c'était un peu une manière de décompresser tous ensemble. C'est-à-dire que tout le stress, en fait, que tu reçois toute l'année par rapport à des déclarations racistes qui s'accumulent, en fait, tu le renverses. Tu le renverses pour remettre, en fait, pour déplacer le ridicule sur les personnes qui sont autrices de ces propos-là. Et une question, à mon avis, mais t'en as déjà un petit peu parlé, mais ça m'intéresserait qu'on articule ça aussi. C'est-à-dire que il y a ton travail, ce qui se passe sur les réseaux, et puis il y a ta vie privée. Et en fait, comment tu fais pour pas amener avec toi tout ce que tu prends, entre guillemets, parce que c'est vraiment ça, toute la charge émotionnelle que tu prends sur les réseaux, principalement sur les réseaux, mais c'est pas sur un plateau ou peu importe. Comment tu fais pour pas l'amener dans ta sphère privée ? Ça, c'est plus pour les gens qui sont militants et qui doivent se poser la question naturellement. C'est quand même là d'une certaine manière parce que, en fait, la particularité de l'exposition publique par rapport à un boulot, en fait, que tu peux avoir, c'est que les choses que tu reçois, parce que tu vois, quand t'as un boulot classique, t'as des conflits avec tes collègues, machin, etc. Mais comment dire, c'est lié au boulot. C'est-à-dire alors que là, c'est très personnel. C'est-à-dire que quand il y a une polémique, c'est mon nom qui circule, ma photo, ma tête, ton propos, des gens qui te nomment, etc. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, pas seulement pour toi, mais pour les gens de ton entourage, parce que évidemment, ça les énerve. Je veux dire, les gens qui t'aiment, forcément, ils ont pas envie qu'on parle mal de toi en public. Donc donc du coup, faut que tout le monde apprenne à relativiser. Mais il y a aussi, toi, parce que moi, ça m'arrive, des fois, je suis en boucle sur des trucs où, t'as une polémique, t'es en top tweet de la journée, donc t'en parles, en fait, parce que tu vois les tweets arriver et du coup, t'es dedans. Et puis c'est 24/24, en plus, hein. Donc quand t'es rentré chez toi, ça continue. On te dit d'arrêter, en fait. On te dit, écoute, ça va, ça suffit. Non, ouais, c'est ça, voilà, on va dîner et tranquille. Et tu redescends, en fait. Mais c'est pas simple, hein. Enfin, quand t'es pris dans ce qu'on appelle un shitstorm. Donc, shitstorm, les gens savent pas forcément ce que c'est, mais en gros, c'est un enchaînement, ça, souvent c'est sur Twitter, de merde, hein, parce que vraiment c'est ça. C'est-à-dire, tu te prends un shitstorm, c'est-à-dire que t'es dans un ouragan de gens qui t'insultent, et ça continue 24/24, généralement. C'est pas évident de se déconnecter de ça, c'est dire dur. J'arrête de regarder, c'est pas grave. Mais rien de se dire, c'est pas grave. Enfin, c'est ton nom, en fait. C'est surtout quand tu te retrouves en top tweet, par exemple. Donc, le top tweet, c'est que t'es un des sujets les plus discutés de ton pays. Et du coup, même des fois, tu sais pas. Moi, ça m'arrive des fois, je suis déconnectée, avec des gens qui m'écrivent, je suis désolée, j'ai vu ton nom sur Twitter, c'est chaud, il paraît. Et du coup, t'étais pas au courant, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc, du coup, t'as un coup de stress et tu regardes et tu vois que, y a un débat sur je ne sais pas ce que tu as fait, encore une fois. Donc, c'est compliqué. Après, il y a un côté aussi un peu que tu peux prendre un peu avec du second degré, parce que des fois je me dis mais il y a des gens, j'ai l'impression que s'ils parlent pas de moi tous les jours, ils arrêtent de respirer, tu vois. Donc il y a un côté un peu satisfaisant, mais genre dans le sens où tu te dis bah franchement, j'occupe quand même beaucoup l'esprit de ces gens-là.
Et du coup, tu te dis, si j'occupe leur esprit, c'est que dans ce que je dis, il y a quelque chose qui les dérange profondément. Donc ça veut dire que je dérange leur confort. Et c'est ça mon but, c'est en tout cas de déranger des certitudes par rapport à une position qui n'a jamais été questionnée. Mais c'est vrai qu'après, il faut vraiment apprendre à se détacher, à poser son téléphone et puis à écouter les gens de ton entourage qui sont pas concernés ou qui comprennent rien, quoi, qui savent pas qui est qui. Tu sais, tu t'en une embrouille avec tel journaliste, ils ont jamais entendu parler de la personne. Donc toi, t'as l'impression que tout le monde est au courant. Et tu te rends compte que pas du tout. C'est une tempête dans un verre d'eau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc aussi à relativiser et à remettre le truc dans son contexte, qui est un microcosme en fait. C'est vraiment un microcosme très très parisien. Et ce qui m'aide aussi, c'est peut-être un peu moins maintenant parce que ça s'est beaucoup ralenti, mais c'est le fait de beaucoup voyager. Ça t'éloigne aussi. Ça fait que tu vois, tout d'un coup les problèmes de Paris quand t'es à Bamako, c'est quand même. C'est tout relatif, tout est relatif et pour les gens là-bas ça signifie rien. Donc ça te permet aussi de voir que on n'est pas grand-chose en fait dans un contexte beaucoup plus global. Un truc qui touche tout le monde, et je reviens là, je sors du militantisme, mais par contre je reviens sur la cause. C'est cette phrase sibylline qu'on sort à chaque fois. Je pense qu'un non-blanc critique la France, c'est « oui, mais toi, t'aimes pas la France ». Ça, c'est très intéressant. Déjà, il y a deux choses. Et je dis ça sans répondre à la question. Il n'y a aucune obligation légale d'aimer la France. Je veux dire, la seule obligation qu'on a en France, c'est de respecter les lois de la France. Aimer la France, c'est un sentiment personnel, le fait d'aimer ou de ne pas aimer. Et ça, je sais pas, moi, j'aime des gens, en fait, tu vois. Donc, oui, j'aime. Enfin, tu vois, donc, du coup, quand on te dit aimer la France, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que t'aimes bien ta ville, ton quartier, la France, quoi? L'histoire de France, la République? Enfin, qu'est-ce qu'on te demande d'aimer précisément? Et en fait, personne n'a à exiger à quiconque d'aimer un pays ou un autre. T'as absolument pas de. Donc, déjà, je trouve que c'est bizarre. De demander... de base. Déjà de base. Et puis après, est-ce que critiquer un pays, c'est ne pas l'aimer? Je veux dire, je sais pas, la gauche a toujours été très critique de la France. Je veux dire, c'est quand on est de gauche, on est critique par essence parce qu'on veut aller vers du progressisme et améliorer la France. Les gens, dans les années 30, qui demandaient des congés payés supplémentaires, ils étaient critiques. Est-ce qu'ils n'aimaient pas la France? Ou est-ce qu'au contraire, ils l'aimaient tellement qu'ils voulaient qu'elle soit fidèle à ses idéaux? C'est ça. En fait, est-ce que c'est pas que tu l'aimes trop? Parce qu'on pourrait dire tu l'aimes trop et du coup tu l'en demandes trop. En fait, ce qui est drôle, c'est que si c'est Zemmour ou Le Pen, on va dire ah ben non, mais c'est parce qu'en fait il l'aime trop. Exactement. Parce qu'il critique aussi énormément. Mais Zemmour, il aime pas du tout. Enfin, moi je veux dire, il est super vénère. Il est pas content d'habiter à l'endroit où il est. Ah oui, non, de toute évidence, il a un petit problème. C'est ça. En tout cas, il aime pas du tout le pays tel qu'il est aujourd'hui. Donc, et c'est vrai. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, je sais pas, il y a plein de gens qui sont critiques de la France et jamais on questionne leur rapport à la France. Tout à l'heure, tu as mentionné les gilets jaunes. Les gilets jaunes n'étaient pas que des personnes blanches, mais tout le monde percevait les gilets jaunes en gros comme des blancs, comme des petits blancs. Je veux dire petits au sens socio-économique. Eh ben, personne n'a dit les gilets jaunes n'aiment pas la France. Les gilets jaunes n'aiment pas la France, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Et je n'ai jamais entendu ça. Parce qu'en fait, on soupçonne les gens, on soupçonne de ne pas aimer la France, les gens qui ne sont pas blancs. Parce qu'en fait, on considère que la France, ce n'est pas tout à fait notre pays. C'est un pays optionnel. Et donc, quand tu n'es pas blanc, tu dois sans cesse donner des gages d'amour de la France pour être perçu comme un citoyen légitime. Et toujours dire, j'aime la France, les Lumières, la République, son héritage, etc., avant, comme préalable, avant toute question. Et moi, je me refuse, en fait, à me prononcer oui ou non, parce qu'en fait, je trouve que c'est une question qu'on ne pose qu'à nous. Je veux dire, Mélenchon, est-ce que quelqu'un lui dit, vous n'aimez pas la France? Mélenchon, le gars, il est super vénère, quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Il y a personne qui va lui dire, vous n'aimez pas la France. Philippe Poutou. Tu vois Philippe Poutou du NPA, on l'a vu pendant les débats, très critique, etc. Il est très, très critique des policiers. Je n'ai jamais entendu quiconque dire qu'il n'aimait pas la France. Parce qu'il n'y a pas cette question de la légitimité, en fait. Pour les personnes blanches, en fait, on ne questionne pas la légitimité de leur rapport à la France. Mais pour des gens comme nous, en fait, comme toi et moi, comme beaucoup d'autres, cette question-là est posée. Quand tu es féministe blanche et que tu critiques le sexisme, personne te dit, ouais, elles n'aiment pas la France, alors que elles sont très critiques de quelque chose qui est très ancré dans la culture française. Donc ouais, c'est intéressant de voir comme finalement, quand il y a quelque chose que j'ai entendu aussi qui est très intéressant, c'est une personne contre qui j'étais en procès il y a pas longtemps, qui a dit à une collègue que, oui, en parlant de moi, oui, Rokhaya Diallo, elle n'arrête pas de critiquer la France et tout, elle n'arrête pas de nous critiquer. Et je dis à la collègue, mais qui est ce nous? En fait, elle pense qu'il y a un nous qui est la France dont moi je ne fais pas partie.
et donc que je critique la France depuis l'extérieur. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que je critique la France, mais pas que je critique. Et qu'en fait, quand je critique la France, que je critique les Blancs. Parce qu'en fait, ils font une analogie entre la France et les Blancs, et ils pensent que moi, je ne suis pas la France. Et ça en dit beaucoup plus sur eux que sur moi, en réalité. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que, dans le privilège blanc, tu vois, en fait, tu ne questionnes même pas. Et en fait, tu parlais de féminisme, tu as un peu le même sujet. C'est-à-dire que quand tu es une femme, tu dois justifier au préalable de ta posture. C'est-à-dire, si tu as fait des études, si tu as fait, j'en sais rien, tu as besoin de prouver que, en fait, ton propos va être pertinent parce que qu'un mec a moins besoin de le faire. Exactement. Et puis que tu as besoin de prouver que tu n'as rien contre les hommes. Ça, c'est vraiment le truc classique. C'est oui, non, j'ai aucun problème avec les hommes. Tu as envie de dire, mais pardon, excusez-moi, mais c'est pas du tout le propos, en fait. C'est juste, il y a une analyse politique d'une situation qui est le patriarcat, et c'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. Tu aimes certaines personnes individuellement pour des raisons très précises, mais tu n'aimes pas les hommes en général. Enfin, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai les hommes, dans les hommes, il y a des gens que je peux pas blairer, et puis des gens que j'aime, tout simplement. Donc, c'est complètement même stupide comme injonction. Tu vois, c'est des êtres humains. Oui, exactement. C'est quoi le conseil que tu as envie de donner à une personne qui est militante ? Est-ce que... Parce que aller dans l'espace public, effectivement, tu le disais tout à l'heure, d'un coup, tu deviens un personnage. Donc, en fait, les gens ne te critiquent pas toi, ils critiquent un personnage, certes, mais n'empêche que c'est quand même une personne à l'autre bout du téléphone ou de l'ordinateur qui se prend les insultes. Et malgré tout, on le dit souvent, tu sais, c'est très facile de critiquer derrière un clavier, ce que tu ferais jamais devant la personne, en réalité. Clairement. Pour la majorité. Moi, je peux te parler des gens notamment des journalistes ou des gens connus qui me défoncent sur les réseaux, et quand tu les vois, bonjour Kaya, comment allez-vous? Et c'est là, même moi j'ai des doutes, je me dis, mais est-ce que c'est la même personne? Attends, j'ai dû me tromper. Ah non, c'est ça. Donc, est-ce que quand tu es militant, il faut, je sais pas si, j'aime pas cette injonction de il faut, mais aller sur les réseaux pour faire entendre et justement faire entendre ta position et majoritairement dans des endroits ou dans des cercles dans lesquels ta position justement c'est pas la position dominante, parce qu'effectivement sinon tu confortes les gens, mais en fait finalement tu ne fais pas avancer le schmilblick. Ou est-ce qu'il faut réussir à se protéger Alors je pense qu'il faut aller à l'endroit où on est capable d'aller. Il faut endurer ce qu'on se sent capable d'endurer. Ce que j'ai pas dit, c'est que quand même j'ai un certain goût pour le débat. J'aime bien débattre. Tu vois, mais tu vois, je veux dire, c'est important de le dire, c'est que pour moi, c'est pas une souffrance en fait de débattre. Moi, je veux dire, tu peux mettre 10 personnes qui sont pas d'accord avec moi, ça me dérange pas en fait, parce que je trouve ça stimulant intellectuellement de me dire bon bah ok, je suis convaincue de ce que je dis, donc il faut que je trouve le moyen d'affirmer mon propos face à 10 argumentations différentes. Ça ne me dérange pas. Donc du coup, je ne souffre pas de cette situation-là. Donc, si cette situation-là est une souffrance, il ne faut pas s'y confronter. C'est important. Donc, moi, tu vois, ce que je fais, c'est aussi conforme à ma personnalité, à mon caractère et à mon tempérament. Donc, moi, aller jongler avec des mots, etc., avec des idées, c'est un exercice qui ne me déplaît pas et qui ne me met pas dans une situation de souffrance et de douleur. Donc, ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il faut pas absolument aller dans la contradiction si on n'a pas envie de faire de la contradiction. Si on a envie de faire un compte Insta anonyme d'éducation et de pédagogie, c'est très bien. Si on a envie juste de parler à ses parents et d'essayer de les déconstruire sur tel ou tel sujet, de leur dire, bah écoute, tel ou tel podcast ou lis tel bouquin, ça peut suffire. C'est-à-dire que tout acte d'engagement est suffisant. On peut juste soutenir financièrement une organisation, relayer une pétition, la signer, boycotter une marque, se nourrir chez certains producteurs, tout ça c'est du militantisme en fait, et ça peut être suffisant en fait. Il y a pas de mode d'emploi. Puis après, le deuxième conseil que je donnerais, c'est les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous chauffer, qui vont vous encourager à aller faire des choses. Ce sont pas eux qui vont subir les conséquences. Donc je pense qu'il faut penser à soi et ne pas nécessairement écouter les gens qui vont vous encourager à aller dans des missions suicidaires. J'exagère un petit peu, mais des missions dangereuses qui vont vous coûter, qui peuvent vous coûter en termes de santé mentale, en termes matériels, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est coûteux. Je veux dire, moi, des contrats, j'en ai perdu beaucoup en prenant position. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a mis dans une situation de fragilité économique certaine. Hein, vraiment, moi, j'ai eu des moments de grande difficulté parce que j'ai perdu des contrats à cause de ce que j'avais dit. Donc, il faut être prêt à ça aussi. Il faut être prêt à ça. Et si t'as
pas envie en fait de te mettre mal à l'aise financièrement, en tout cas de prendre ce risque-là, il ne faut pas y aller en fait. C'est très important de dire ça et de dire que les gens qui vont vous encourager en fait à aller à la confrontation, à aller dans l'espace public, eux ils sont bien tranquilles chez eux quand vous allez être confrontés en fait à toutes les conséquences de ça, à des procès. Enfin, je veux dire, des procès, c'est lourd, à plein d'égards, à plein de choses, en fait, parce que dès qu'on est public, en fait, on peut se retrouver exposé à des gens qui vont vous attaquer, qui vont vous insulter, donc que vous allez attaquer, etc., etc. Donc, vraiment, ne pas, faire attention des conseils qu'on sollicite et vraiment écouter les conseils de gens qui veulent votre bien-être. Qui se préoccupent de votre bien-être parce qu'ils vous aiment vraiment, pas seulement des gens qui ont envie de faire avancer une cause et qui voient dans votre personne un véhicule et pas uniquement un individu humain. Et je parlais tout à l'heure des bulles. Quelle place tu donnes aux propos contraires à ce que tu penses? C'est-à-dire, est-ce que tu t'intéresses vraiment au discours de Zemmour ou au discours, raciste? C'est quoi la place que tu donnes? Moi, j'écoute tous les trucs de facho. Franchement, mais c'est un truc de ouf, mais j'écoute. En fait, ça m'intéresse trop de savoir ce qu'ils disent et tout. Donc, franchement, si tu vas sur mon YouTube, j'ai un algorithme de fachosphère, quoi. C'est vraiment, t'as des suggestions, mais de l'enfer, quoi. C'est, Mais ouais, j'écoute ça en faisant mes travaux domestiques et tout. Dès que ou quand je marche et tout, j'écoute des trucs. J'écoute beaucoup parce que ça m'intéresse en fait de savoir quelle est leur argumentation, ce qu'ils comprennent de ce qu'on dit et comment on peut contre-argumenter. Je trouve que c'est important. Après, encore une fois, il faut pas se l'infliger nécessairement. Moi, ça me dérange pas, ça m'empêche pas de dormir. Hein, tu vois, je l'écoute. C'est une distraction, tu vois. Mais si ça vous fait mal au cœur d'écouter Zemmour ou Onfray ou je sais pas qui, n'écoutez pas quoi. Mais ouais, moi je trouve que sur la longueur, écouter des gens comme ça, je trouve que ça donne de la matière. Après, j'écoute aussi des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais j'aime bien savoir en fait ce qui se dit de l'autre côté. Moi, je pense que c'est important, c'est même essentiel en fait, parce que sinon tu restes dans ta bulle et tu ne comprends. Enfin, en fait, ça crée des incompréhensions de bulles. Alors, soit tu te confortes avec des gens dans ta bulle et du coup tu te dis, ouais, vraiment, on a raison. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que c'est bien de se confronter, de se frotter vraiment à des gens avec lesquels t'es pas d'accord. Ou des sujets des sujets qui t'intéressent pas, ça peut être ça aussi. Mais moi, ça me semble essentiel. Disons que ouais, c'est important si tu peux le faire. En tout cas, essayer d'en avoir conscience. C'est-à-dire que, moi, j'ai la possibilité de me confronter à des avis contradictoires dans mon travail, tout simplement, sur les plateaux où, effectivement, il y a des gens qui sont vraiment sur des avis très, très différents du mien, voire très opposés. Après, je pense que c'est aussi important pour avoir conscience de ce que tu pèses politiquement dans le pays. Parce qu'en fait, quand t'es dans nos sphères féministes, antiracistes, tu peux vite avoir l'impression d'être dans un truc très très important. Alors qu'en réalité, on verra le résultat de la prochaine élection, c'est pas grand-chose. Et du coup, ça te permet quand même de dire, moi je pense qu'on a raison, mais j'ai tout à fait conscience du poids politique de ce qu'on représente. Je veux dire, le meeting de Zemmour, il n'y a pas d'équivalent de notre côté en termes numériques. Parce que ce sont des gens qui sont plus âgés, des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, qui ont aussi une assise dans les sphères de pouvoir que les gens qui partagent mes idées, féministes, antiracistes, n'ont pas. Parce que déjà, du point de vue des femmes qui ont du pouvoir, elles sont beaucoup moins nombreuses, elles ont moins de racisme médiatique, politique, économique. Et puis, pareil pour les personnes non blanches. Et il n'y a pas évidemment que des femmes et des personnes non blanches qui partagent mes opinions, mais mes opinions, je sens qu'elles sont beaucoup plus partagées par des personnes jeunes, donc qui n'ont pas nécessairement encore le même pouvoir que leurs parents, tout simplement. Donc ça, c'est important aussi de pas se faire des films sur ce qu'on représente, quoi. De dire, ah oui, non, mais elle... oui, mais nous, on est plein, tout le monde nous adore, ou avoir l'impression que tout le monde déteste les gens nos détracteurs, nos adversaires. C'est pas du tout le cas. Éric Zemmour, c'est quelqu'un de très populaire. Et moi, j'ai conscience de ça, et je ne minore pas du tout sa popularité, et le fait que ce qu'il dit fait écho profondément à des convictions qui existent dans la population française. Et que c'est la première fois, quand même, en 2022, qu'on a 2 personnes d'extrême droite dont on ne sait pas laquelle peut potentiellement arriver au 2e tour. C'est incroyable. Donc ça veut dire quelque chose d'important. Parfait. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors moi, je voudrais ouvrir la porte aux marges. C'est-à-dire que je voudrais que l'espace public se décentre et que les populations marginalisées trouvent le centre et en fait deviennent un point central
de la conversation, de la discussion et de la manière de considérer la société. Donc, on a parlé plein de choses. On a parlé des gilets jaunes, on a parlé des femmes, on a parlé des minorités raciales, des personnes en situation de handicap. En fait, que toutes ces problématiques qui concernent des populations qu'on considère comme subalternes, comme marginales, en fait, retrouvent vraiment le centre et qu'on leur ouvre la porte, en fait, en tout cas qu'elles ouvrent leur porte, parce que j'aime pas le côté passif, mais qu'elles arrivent à ouvrir la porte pour s'imposer dans le centre et dans la priorité de ce qui va constituer, en fait, les politiques françaises. Parfait. Merci beaucoup, Rocaille. Merci à toi, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.